Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres au sommaire de cette édition. La 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris fin hier, lundi 11 février 2019. Au terme des échanges, le chef de l'État Alassane Ouattara a fait le point de ce 32e sommet, un tableau jugé satisfaisant par le président de la République ivoirien. Nous en parlerons dans ce journal. Et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques était pour la première fois sur le sol de Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. La coopération bilatérale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire était au centre des échanges. Le sujet Ecopus de ce jour planche sur le risque de disparition des maisons de presse. En 2003, 100 000 exemplaires de journaux étaient vendus contre environ 25 000 en 2017. Les patrons de presse tirent la sonnette d'alarme et décident pour certains de surfer sur le digital pour éviter de mettre la clé sous la porte. C'est un sujet à suivre dans ce journal. Merci de nous rejoindre. La 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris fin hier, lundi 11 février 2019. Ouvert la veille, le 10 février à Addis Abeba, ce sommet, qui était consacré à la question des réfugiés, était aussi le lieu de faire le point sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, la zone de libre-échange, sans oublier l'agenda 2063, dont le rapport a été présenté par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a d'ailleurs, au terme de ces échanges, quitté la capitale éthiopienne pour la France, où il rencontrera son homologue français Emmanuel Macron le 15 février prochain. Et je vous propose d'écouter à présent Alassane Ouattara, le chef de l'État, dans cet élément. Il nous rend compte de ce 32e sommet de l'Union africaine. Ce sommet a été très fructueux. Nous avions deux grands événements. Nous avons eu le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire a été félicitée et nous-mêmes, nous considérons que c'est un événement important pour notre pays et nous espérons diffuser cette information de bonne performance de la Côte d'Ivoire et des résultats exceptionnels qui ont été reconnus par tous les pays africains. Et bien sûr, il faut que ce soit rendu public. Alors maintenant, sur l'agenda 2063, c'est une preuve de confiance aussi. C'est parce que nous avons de bonnes performances que l'Union africaine nous a confié le projet de voir l'Afrique dans un demi-siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. L'Afrique, c'est 55 pays. Il faut donc voir un peu selon les régions, selon la taille des pays, selon les ressources des pays. Mais nous avons donné un canevas et une programmation. Et je pense que les pays doivent essayer d'harmoniser les plans de développement pour les intégrer dans le plan des Nations Unies de 2030 et ensuite par dizaines d'années pour qu'on aille jusqu'en 2063. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait et tous pensent que la Côte d'Ivoire est le pays qui peut montrer le chemin et nous comptons donc honorer cette confiance de notre Union continentale. Le chef de l'État qui peigne un tableau satisfaisant de sa participation au 32e sommet de l'Union africaine. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, David Hale, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, a été reçu hier lundi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les échanges entre les deux hommes ont porté en gros sur la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le point de cette audience par Mahama Traoré. David Hale, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président de la République, il lui a été présenté la situation politique et les efforts accomplis par le gouvernement pour consolider les acquis démocratiques du pays. Daniel Kablan-Duncan a fait savoir à son hôte la recomposition du paysage politique, aussi le retour des exilés favorisé par le climat de paix, et la reprise du dialogue politique en vue de la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. Daniel Kablan-Duncan a également assuré le représentant du gouvernement américain quant à la tenue d'élections apaisées, crédibles et transparentes en 2020. Présentant le tableau économique du pays, le vice-président de la République a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'intensifier leurs échanges commerciaux. Nos statistiques indiquent que le commerce entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire n'a pas progressé de manière très importante, même si les États-Unis sont toujours le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le 6e fournisseur de ce pays. Nos échanges
sont autour de 920 milliards de francs CFA, soit aux alentours de 1,5 milliard de dollars US. Ces relations commerciales donc mériteraient donc d'être approfondies davantage, vu l'important potentiel dont regorge nos deux pays. De nombreuses opportunités d'affaires sont à saisir dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du pétrole, des TIC et de la santé. Au sortir de cet entretien, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques rassure que son pays est disposé à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. We have a strong economic partnership. We're working together to help promote the economic development of Côte d'Ivoire. La situation économique en Côte d'Ivoire est reluisante et ça nous donne des perspectives pour le renforcement de nos relations économiques. En ce qui concerne les perspectives de 2020, le fort engagement des autorités ivoiriennes me rassure que ces élections-là vont se faire de façon juste, transparente et libre. Et cela nous donne beaucoup d'espoir quant au futur de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes disposés à toujours continuer à apporter notre contribution, notre coopération au futur de ce pays. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis remonte au 21 novembre 1961. Après Abidjan, David Hale se rendra à Niamey, au Niger. Parlons de la réforme de la commission électorale indépendante. Annoncé il y a quelques mois maintenant, le dialogue politique à cet effet s'est ouvert le 22 janvier dernier. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu hier à son cabinet les propositions des organisations de la société civile. Quel est le contenu de ces propositions et quel impact sur la réforme de la commission électorale? On en sait davantage avec Michel Digré. Ils avaient 2 semaines pour élaborer des propositions et les déposer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce sont 5 plateformes majeures de la société civile ivoirienne qui, après un conclave à Grand-Bassam, apportent leur contribution au débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Et suite donc à nos travaux, nous avons donc sorti 2 documents. Le premier document, donc, fait une proposition de réforme de la commission électorale indépendante. Et le deuxième document qui fait donc une proposition de modification du code électoral. Vous savez bien qu'en novembre 2016, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par la Côte d'Ivoire. Et donc cette constitution implique obligatoirement qu'il y ait une modification du code électoral. En recevant les 2 documents, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réitéré l'engagement du gouvernement et la volonté du président de la République à œuvrer pour la consolidation de la stabilité du pays à travers cette réforme de la CEI. Le président de la République n'a eu de cesse de rappeler sa volonté, dès après la fin du cycle électoral entamé en 2015, sa volonté de faire droit à toutes les requêtes formulées par les uns et les autres dès l'instant où cela venait d'acteurs essentiels, n'est-ce pas, de notre pays, pour procéder à une revisite de ces différents textes, de manière à nous faire arriver, n'est-ce pas, parvenir aux élections de 2020 dans un climat apaisé, avec, n'est-ce pas, des dispositions consensuelles. Cette remise de contribution au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ouvre la voie à une seconde rencontre entre les organisations de la société civile et le Premier ministre comme établi par le mode opératoire des discussions. Un sujet politique à présent, des suites des dernières échéances électorales ivoiriennes. Le maire élu de Kouibli a été investi, c'était le samedi 9 février dernier dans la dite localité. Au cours de cette cérémonie, le nouveau maire de la ville a présenté les priorités de ce mandat et cela nous est rapporté par Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une cérémonie d'investiture du nouveau maire de Kouibli sous fond de fête. Zaï Alexis a défini ses priorités. Selon lui, sa commune souffre d'un manque d'infrastructures, d'où sa volonté de privilégier le reprofilage des routes. Outre ce fait, s'ajoute le déficit en termes d'écoles et d'équipements scolaires. C'est pourquoi le maire Zaï Alexis compte entreprendre très prochainement des démarches auprès de la tutelle pour la construction d'écoles dans le département. La seule doléance de nos parents aujourd'hui est le bitumage de l'assainissement public.
lorsque nous sommes partis voir le ministre Amélie Kwaku, ils ont accepté de reprofiler 95 km de voies partant de Mans jusqu'à Kanebli. Et en même temps, la grande joie, c'est que tous les ponts seront refaits, y compris le pont de Wiabli-Nodrou. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, le maire Zaïe Alexis a fait le bon choix en optant pour le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président Alassane Ouattara ne fait pas de route demi-mesure. S'il décide de faire la route, il viendra jusqu'à Kouibli et à partir de Kouibli, il va travailler pour toutes nos populations. Au nouveau maire de Kouibli, le parrain Kobena Kwasi Adjoumani a demandé de travailler à la cohésion et l'entente de toutes les couches sociales pour le développement de la circonscription de Kouibli. En Afrique du Sud, la 25e édition du forum Indaba, le forum dédié aux mines, vient de s'achever. La Côte d'Ivoire y a été représentée par le ministre ivoirien des Mines, Jean-Claude Kwasi. Il a à cette occasion présenté les opportunités du marché ivoirien et a également incité les hommes d'affaires à s'y intéresser. Le résumé de ce forum par Adama Koné. Journée promotionnelle, conférence, panel, exposition. La délégation ivoirienne à Cape Town, en Afrique du Sud, était présente à tous les rendez-vous du forum investi dans l'industrie minière africaine, intitulé Indaba. Et pour cause. Comme vous le savez, nous avons choisi de faire du secteur minier le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Il est donc bon à cet égard que nous multiplions les contacts en vue de faire savoir qui nous sommes et ce que nous avons en Côte d'Ivoire, quelles sont les conditions que nous offrons aux investisseurs qui viennent chez nous, afin que nous puissions accélérer la découverte et l'exploitation des différents minéraux dans notre pays. Au-delà du secteur des mines, le ministre Jean-Claude Kwasi a saisi l'occasion de cette grande rencontre pour présenter la destination Côte d'Ivoire comme une véritable mine d'or pour les investisseurs étrangers, avec en toile de fond plusieurs avantages comparatifs. Investir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a des atouts naturels tels qu'un milieu bioclimatique favorable au développement des activités économiques et une façade maritime de plus de 550 km favorable aux activités portuaires et aux activités économiques. Investir en Côte d'Ivoire aussi parce que la Côte d'Ivoire a des infrastructures. Pour les routes, c'est 82 500 km de routes, dont 7 000 km de routes bitumées. Nous avons 2 ports en eau profonde, Abidjan et San Pedro. Nous avons 3 aéroports de standards internationaux et 6 autres aéroports à l'intérieur du pays qui sont fonctionnels. Nous avons 1260 km de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et à partir de là à d'autres pays. La 25e édition du Forum Indaba a enregistré 7000 participants et 320 compagnies et institutions du domaine des mines. Passons au sujet Ecoplus du jour qui ce soir dépeint un fait alarmant, le risque de la disparition des maisons de presse. Le problème a été évoqué à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de la presse au chef de l'État le 28 janvier dernier. Et les patrons de médias privés y ont dressé un tableau peu reluisant de leur secteur d'activité, la baisse constante de leur chiffre d'affaires. Et pour exemple, 100 000 exemplaires de journaux étaient vendus en 2003 contre environ 25 000 en 2017. Quand certains ne sont pas loin de cesser leur activité, d'autres optent par contre pour une solution technologique, la digitalisation. Ces médias ont décidé de parier sur Internet et ses réseaux sociaux. Cette digitalisation serait-elle suffisante pour empêcher la fermeture des kiosques? C'est ce problème que tentera d'élucider Lanciné Bakayoko à travers cette enquête. On regarde.
Ce matin, Raphaël Diebi, vendeur de journaux, n'a pas le cœur à la fête. À Adjamé 220 logements où il est installé avec d'autres collègues, son activité tourne au ralenti. Les chiffres de vente des journaux ne font que baisser. Il y a quelques années, Diebi recevait par jour 800 numéros et vendait en moyenne 650. Aujourd'hui, il n'en vend que 200. Au moment de compter ses invendus, le kiosquier observe impuissant la mort de son activité. En voyant les invendus, nous tous on connaît qu'actuellement les journaux ne marchent pas. Avant, on ne comptait pas assez d'invendus comme ça. Si c'était avant là, il y a longtemps on est assis. Donc maintenant là, comme ça ne marche pas, on est obligé de s'arrêter là en train de compter invendus. On compte et puis on compte. Faute d'un lectorat suffisant, la presse papier voit son avenir en pointillé. De 100 000 exemplaires vendus quotidiennement en 2003, nous sommes aujourd'hui à moins de 25 000. C'est la conférence de rédaction à l'intelligence d'Abidjan à Cocody-Angré. Ils vont appeler pour acheter. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on puisse utiliser le site internet et puis notre présence sur les réseaux sociaux. Chute des ventes, recettes publicitaires insignifiantes, augmentation des frais d'impression. Voilà la situation de cet organe de presse, symptomatique de la plupart des journaux ivoiriens. On constate partout les chiffres de tous les journaux ont baissé et très peu de confrères sont aujourd'hui fiers de brandir le classement. De 1000 exemplaires vendus à ses débuts en 2003, l'intelligence d'Abidjan n'écoule plus que 600 journaux papier par jour sur les 3000 imprimés. Cocody Danga, la société de messagerie en charge de la distribution des journaux. Des montagnes de journaux invendus sont visibles. Edipresse elle-même est le témoignage de cette presse papier qui va mal. La société connaît des difficultés. Au bord de la banqueroute, elle accumule les déficits. À Marcory Zone 4, siège d'un autre quotidien abidjanais, Soir Info, le titre phare du groupe Olympe. À l'entrée, les trophées glanés au fil des années, fièrement placés dans cette armoire. Au dernier comptage trimestriel de 2018, le quotidien a vendu plus de 108 000 numéros. Il est 17h et la conférence de une peut commencer. Une réunion à laquelle ne participent que les chefs de la rédaction pour discuter de la première page de l'édition du lendemain. On met tous les titres dans la boîte et on vote. Dans cette ambiance difficile de baisse des ventes, le groupe, une cinquantaine d'employés, essaie de résister. Son secret, son positionnement éditorial à équidistance des chapelles politiques. On n'est pas partisan. Voilà, on est ouvert à tout. Voilà, nous n'avons pas de matelas politique. Le groupe a développé une séquence digitale avec un média en ligne. Nous rencontrons le patron de ce site web. Bon, là, sur le site, quand on couvre une activité, contrairement au support papier, dans la demi-heure ou une heure qui suit, si c'est une information chaude, dans la demi-heure qui suit, il faut qu'on ait déjà l'information en ligne. Ce portail d'information en ligne permet d'amortir le choc des pertes d'argent des supports en papier. Ici, l'on met en avant les vidéos, les photos et bientôt le direct. L'invité est là, on lui pose des questions à bâton rompu, ça se fait en direct. Au 5e étage d'un immeuble en plein cœur du plateau, quartier des affaires, un autre organe en ligne. Les nouvelles technologies de l'information sont venues bouleverser un peu non seulement le mode de diffusion de l'information. Là, vous voyez, je viens d'un reportage, je vous l'ai dit, en 15 minutes, j'ai fini la dépêche. Et puis, les minutes qui suivent, la dépêche est en ligne. Quant au financement, il se fait grâce aux abonnements et à la publicité. Pourtant, les périls ne manquent pas. Pour avoir accès à mon information, il faut débourser quelque chose, il faut être un client, il faut avoir un accès. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez la même information de façon gratuite et du coup, qui va payer de l'argent pour avoir accès à cette même information? C'est là la problématique. Cette agence dispose de salles connexes où se font les mises en ligne des reportages photos et vidéos. Aujourd'hui, plus de 1000 sites Internet fonctionnent en Côte d'Ivoire pour un chiffre d'affaires encore indéterminé. Quant à la presse papier, le gouvernement tente de sauver les meubles grâce à l'aide publique. Depuis 2013, la subvention annuelle oscille entre 700 et 900 millions de francs CFA. Un reportage de Lanciné Bakayoko que vous pouvez retrouver sur les plateformes digitales
de la RTI. Dans le domaine de la santé, le ministre Aka Awele entreprend une série de tournées à l'intérieur du pays. Il présente au personnel de la santé le contenu du programme social du gouvernement. Et en ce qui concerne son département ministériel, cette tournée a démarré dans les régions du Béquet et du Bélier. Le reportage de Charles Tatou. Tournée d'explication à l'intérieur du pays. À travers celle-ci, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se prépare donc pour une contribution significative de son département ministériel au succès du programme social annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara. Bouaké, chef-lieu de région de Béquet, le CHU, de la localité à l'honneur. Pour avoir une idée claire sur le fonctionnement, Dr Aka Awele a visité tous les services qui composent ce centre hospitalier et universitaire. Le ministère de la Santé est au cœur de la mise en œuvre de ce programme social gouvernemental. Couplé à cela, il y aura bientôt le démarrage de la couverture maladie universelle, qui est une occasion rêvée pour permettre aux couches les plus vulnérables de la population de pouvoir avoir accès à des soins de santé. Kapsu Tiebissou, localité de la région du Bélier. Ici, le fonctionnement de l'hôpital général donne satisfaction. Aka Awele a salué publiquement le travail consciencieux du personnel de la santé malgré l'insuffisance des moyens. Yamoussoukro a bouclé la première journée de la tournée d'explication. Dans cette localité, même message sur le programme social. Le ministre a également assuré de la disponibilité du gouvernement à accélérer les travaux de réfection du CHR. Pour Aka Awele, il est prévu un important investissement dans le domaine de la santé. Investissement estimé à plus de 833 milliards de francs CFA. Dans l'attente, il a demandé également à ce personnel de donner le meilleur de lui-même, ne serait-ce que par amour pour leur prochain, pour que la santé en Côte d'Ivoire présente une image humaine. Après le Béquet et le Bélier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique mettra le cap sur la Maraoué et le Tonkpi. Toujours dans la région du Béquet, mais cette fois à Botro, le commissariat de la police de la ville a été la cible d'une attaque la nuit dernière. Le bilan fait état de 3 blessés, essentiellement des policiers en service et d'importants dégâts matériels. Les auteurs n'ont pu être identifiés. Une enquête a été immédiatement ouverte, suivant le rapport des faits par Makorian Doumbia et Kader Sogodogo. Des individus non identifiés s'en sont pris aux locaux du commissariat de police de Botro. Une attaque perpétrée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février. Selon le procureur de la République, près le tribunal de Bouaké, une rumeur d'arrestation d'élèves serait à l'origine des faits. Suite à l'appel de Madame le ministre chargé de l'Éducation nationale, les élèves ont répondu à l'appel en se rendant au lycée. Ayant constaté l'absence des enseignants, alors ils ont décidé d'aller déloger ceux qui étaient dans un autre collège privé. La police étant là pour assurer la sécurité des enseignants qui voulaient dispenser les cours et chargé également du maintien d'ordre, les suivait et par la suite, 11 élèves ont été interpellés et conduits au commissariat. Après les conseils d'usage, ils ont été remis à leurs parents. C'est aux environs de 19 h que des SMS ont commencé à circuler, faisant état de ce que monsieur le commissaire de police aurait tué 2 élèves et dont les corps se trouveraient au violon. Les jeunes gens ont commencé alors à s'inviter à venir attaquer le commissariat. Et depuis 20 h, une situation qui ne restera pas sans suite. C'est le lieu encore de réaffirmer que notre parquet va rester intraitable quant à la lutte contre l'incivisme notoire. Les atteintes aux symboles de l'État doivent faire l'objet de procédures et tous ceux qui seraient interpellés dans le cadre de cette enquête qui vient de s'ouvrir seront déférés au parquet de Bouaké et présentés au juge pour répondre des actes qu'ils auraient posés. Suite à cette attaque, le chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Ben Théora et 2 de ses agents ont été blessés. D'importants dégâts matériels sont à noter.
La célébration de la Journée internationale de la femme est prévue dans moins d'un mois, le 8 mars 2019. Mais déjà en Côte d'Ivoire, on s'active pour marquer cette journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Et c'est dans ce cadre que le 7 février dernier, une conférence a été animée par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. À l'ordre du jour, 2 points essentiels. Premièrement, la présentation du pagne de cet événement et les grandes articulations de cette journée du 8 mars 2019. Le compte-rendu de Sefoura Zigui et Astou Touré. L'utilisation du numérique au centre de la Journée internationale de la femme, session 2019. Fêtée tous les 8 mars, la célébration de la Journée internationale de la femme est une tradition pour le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Pour cette année 2019, Bakayoko Liramata met un point d'honneur sur l'utilisation de l'outil informatique gage de l'autonomisation de la femme. La Côte d'Ivoire a retenu comme thème national le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. Une meilleure inclusion numérique des femmes est une solution pour leur autonomisation, en facilitant donc leur accès aux services financiers mobiles, informations sanitaires. Ça peut permettre d'avoir accès à des innovations, notamment les femmes agricultrices, pour leur dire quels sont les moments favorables pour la production, pour la récolte. À cet effet, un pagne est édité et mis à la disposition des femmes au prix de 2500 francs le morceau et 15 000 francs CFA la pièce. Il schématise un réseau permettant de connecter les femmes, piliers d'une nation, entre elles, forme rectangulaire au milieu, à travers des serveurs d'information et de partage d'expériences qui sont donc aux extrémités. Et vous avez le réseau entre les femmes connectées et les serveurs. Et puis vous avez les couleurs orange, blanc et vert qui symbolisent donc la diversité et l'engagement des femmes ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent environ 49% de la population. Et la Journée internationale de la femme du 8 mars prochain viendra faire le bilan, le suivi, l'évaluation des avancées en matière de droits des femmes pour leur pleine participation à la vie de l'humanité. Dans le cadre de l'identification des personnes physiques vivant en Côte d'Ivoire, l'Office national d'identification vient de lancer une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement à la carte de résident biométrique. Elle concerne les populations hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 90 jours et âgées de plus de 16 ans. Ces personnes ont obligation de se faire enrôler à la carte de résident biométrique. Sur plus d'1 million de personnes identifiées, les populations hors CEDEAO en Côte d'Ivoire, seulement 2% possèdent ce titre de séjour. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Contrôler le flux migratoire et maîtriser la traçabilité des personnes physiques séjournant en Côte d'Ivoire. Des raisons de la réactivation par le gouvernement de la carte de résident biométrique des ressortissants hors CEDEAO depuis le 13 avril 2017. Tout non-national hors CEDEAO, âgé de plus de 16 ans, résidant en Côte d'Ivoire, dès 90 jours, doit se munir de ce titre de séjour. Il est exigé pour l'accomplissement de tout acte de vie civile. Cher organisme de gestion des données à caractère personnel, en prenant cette circulaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte résolument sur votre pleine collaboration, votre pleine coopération en vue de réaliser les objectifs de l'État, notamment en matière sécuritaire, mais également en matière de planification du développement. Avant la mise en place prochaine du registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation est lancée depuis Abidjan. C'est une initiative de l'Office national d'identification ONI. Elle vise à inciter les personnes cibles à s'enrôler pour la carte de résident biométrique. Sur une population hors CEDEAO estimée à plus d'1 million de personnes, 17 000, soit 2% de personnes, détiennent à ce jour cette carte. Dans le cadre de la sécurité nationale, c'est une très bonne initiative. Nous souhaitons que le délai de livraison soit respecté. Pour les partenaires chinois, quand ils arrivent, vu que ces cartes-là seront obligatoirement demandées dans toutes les procédures d'actes civils qu'ils auront à accomplir. La carte de résident
a un délai de livraison de 15 jours avec une validité de 5 ans. Elle coûte 300 000 francs CFA. Grâce à un accord entre la Côte d'Ivoire et la France, les religieux et coopérants français payent 35 000 francs CFA. Pour les autres expatriés français, le coût est de 150 000 francs. L'essentiel de l'actualité hors de nos frontières nous mène au Nigeria. Le pays prépare les élections générales. Les présidentielles comptent 72 candidats, dont 2 partent favoris. Atmosphère électorale aussi au Sénégal, mais cette fois sur fond de violence. Les candidats appellent au calme après les affrontements de Tambacounda. L'actu en bref, présenté ce soir par Wojantele Soro et Herman Guivet. La localité de Tambacounda au Sénégal a été le théâtre de violents affrontements qui ont opposé les partisans de Macky Sall, président sortant, à ceux d'Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. À raison de ces violences, le détachement d'affiches de candidats de leur emplacement. Des pertes en vie humaine sont enregistrées. Le dernier bilan fait état de 3 morts. Se rejetant la responsabilité de ces faits, les candidats ont tout de même adressé des messages d'apaisement à leurs partisans. Le 22 février, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir le nouveau président du Sénégal parmi 5 prétendants. Au Nigeria, ils sont 72 candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel pour un peu plus de 80 millions d'électeurs attendus le samedi 16 février 2019. Un duel semble retenir l'attention des spécialistes des questions électorales. Mouhamadou Bouhari du parti au pouvoir et son principal adversaire, Atiku Abubakar. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez toutes nos éditions de jour en replay sur rti.ci. Bonne soirée à vous.